Alors, je passe à l'exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, donc on a l'entreprise ABCD décide d'investir au début de l'année N dans un projet d'une valeur de 654 000 dirhams hors taxe. L'équipement acheté est amortissable en mode linéaire sur 5 ans. Le résultat d'exploitation prévu pour les 5 ans est estimé de cette façon. Donc pour la première année, on a 234 000 et ainsi de suite jusqu'à la 5e année, 438 000. Alors, l'entreprise a le choix entre deux modes de financement. Donc, soit un autofinancement, le premier mode, un autofinancement par fonds propres à une hauteur de 70%, le reste avec un emprunt sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 10%, remboursable avec annuité constante. Le deuxième, un autofinancement de 50%, le reste avec emprunt sur 5 ans, avec un taux de 10%, toujours remboursable, avec annuité constante. Dans notre exercice, le taux d'imposition est de 30% et le taux d'actualisation est de 10%. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est tout d'abord de calculer la valeur actuelle nette pour les deux modes de financement, de calculer le coût moyen pondéré du capital pour les deux modes de financement, de calculer la rentabilité de l'investissement pour les deux modes de financement, et d'évaluer l'effet de levier, et ensuite de calculer le risque couru par les actionnaires, et enfin de choisir ou de dire quel est le mode de financement le plus intéressant. Alors on va expliquer d'une façon plus claire le premier mode de financement, et on passe pour le deuxième mode de financement rapidement. Donc, comme on a déjà vu dans le calcul des investissements, donc on a le montant d'investissement I, elle est égale à 654 000. Donc, on n'a pas, dans l'énoncé d'exercice, ils ne nous ont pas donné que le besoin de fonds de roulement, etc. Donc, on va se contenter du montant d'investissement cité. Si jamais il y avait un besoin de fonds de roulement cité dans l'exercice, donc on doit l'ajouter, ou si jamais on nous demande de le calculer, on doit le calculer. Mais dans notre exercice, on a tout simplement donné le montant d'investissement, on n'a pas parlé du besoin de fonds de roulement, donc on va se contenter de cette valeur. Le résultat d'exploitation prévu pour les 5 ans est présenté ici. Les éléments avec les données de notre exercice, le taux d'intérêt 10%, taux d'actualisation 16%, taux de l'IS 30% et la durée d'amortissement est de 5 ans. Donc pour le premier mode de financement, 70% par capitaux propres, le reste à crédit. Donc on va calculer le montant le montant financé par les capitaux propres, c'est le montant d'investissement 654 000 multiplié par 70%, il nous donne 457 800 dirhams. Le montant qui reste financé par l'emprunt, c'est 196 200. Donc, la première chose à faire, c'est nous allons faire le tableau d'amortissement dégressif du montant du capital de la dette pour faire ressortir les intérêts, les éléments que l'on va utiliser à partir de cet exercice ou de ce tableau. Donc, on a le montant de l'annuité constante est donné par la relation R, elle est égale à D multiplié par T, le taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins N. Dans notre cas, ici, le moins 1, c'est 5. Et on va calculer cette annuité, elle est égale à 51 757 et elle est constante durant les 5 périodes. L'intérêt, donc comme on a déjà vu dans l'autre, donc l'intérêt est égal, le capital multiplié par le taux d'intérêt, c'est 10%, donc est égal à 19 620, et la créance amortie, donc on fait la différence entre le montant de remboursement moins les intérêts pour trouver cette créance, et enfin on fait le capital restant dû, donc c'est le capital initial moins la créance amortie pour trouver cette valeur, et ainsi de suite, on fait le même calcul pour trouver les autres valeurs. Alors, une fois qu'on a calculé le tableau d'amortissement dégressif, on passe maintenant à calculer le tableau de cash flow actualisé généré par l'investissement.
Donc on a le tableau, c'est le même tableau qu'on utilise dans le calcul de la vanne. Donc dans les exercices de la vanne que je vous ai donné dans le cas des investissements, donc on part à partir du chiffre d'affaires. Et lorsqu'on part des chiffres d'affaires, donc on doit ajouter, retrancher tous les éléments qu'on cite. Mais ici, je vous ai donné le résultat d'exploitation. Donc lorsqu'on parle des résultats d'exploitation, presque tous les éléments sont inclus dans le calcul du résultat d'exploitation, y compris les dotations aux amortissements, y compris les charges fixes, y compris les charges variables. Donc si jamais on vous donne le résultat d'exploitation, donc on commence le résultat d'exploitation et on passe directement pour calculer les cash flows. Mais si jamais on vous donne, par exemple, comme dans l'exercice que j'ai donné, les résultats d'exploitation hors amortissement, donc dans ce cas, on doit encore ajouter les amortissements. Donc, mais dans notre cas ici, j'ai rien cité. Donc, on a les résultats d'exploitation. Donc, voilà, c'est presque le résultat final donc, pour l'exercice. Et je continue ici. Pourquoi j'ai retranché les charges financières? Parce que les charges financières ne sont pas incluses dans le calcul de résultats. Donc, lorsqu'on fait le calcul pour trouver le résultat net, donc on a après les charges d'exploitation, on a le résultat financier et on a le résultat des opérations non courantes et pour trouver le résultat avant impôt. Donc, dans notre cas, on a des crédits, donc on a des charges financières, donc on n'a pas pris en compte dans le calcul de résultat d'exploitation, donc je dois les retrancher et je vais prendre les charges financières à partir de mon tableau ici que j'ai trouvé, donc pour la première année, la deuxième année, troisième année jusqu'à la cinquième année, et voilà, donc les charges financières, la première année, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, et je calcule le résultat avant impôt, donc c'est 234 000 moins 19 620 et je trouve la valeur ici. Je fais la même chose dans les autres colonnes. Encore, je retranche l'impôt et je trouve le résultat net donc pour notre exercice ici. Alors, de la même façon, j'ajoute l'amortissement, j'ajoute la récupération de besoins de fonds de roulement, j'ajoute la valeur ajoutée pour trouver les cash flows. J'ai déjà expliqué tout ça, pourquoi on ajoute ces éléments-là. Dans notre cas ici, on n'a pas d'informations sur les besoins de fonds de roulement, donc j'ai rien ajouté. On n'a pas d'informations sur la valeur résiduelle, j'ai rien ajouté. Mais si jamais on a ces informations, je dois bien sûr les ajouter ici dans la dernière année. Alors, je trouve les cash flows, c'est 280 000, donc c'est le résultat net, plus les amortissements, le résultat net, plus les amortissements que j'ai dans notre tableau. Et voilà ces valeurs. Je calcule le taux d'actualisation, 1 plus taux d'actualisation à puissance moins t, ces valeurs, et je calcule le cash flow actualisé, c'est les cash flows multipliés par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins t, et enfin, les cash flows cumulés pour trouver enfin que les cash flows cumulés actualisés, c'est 1 88 802,11. Et je calcule la vanne, donc le montant de la vanne, elle est égale à 434 802,11. Donc ce projet est rentable avec un taux d'actualisation de 16% et avec ce mode de financement. Donc je continue et je passe à la deuxième question pour calculer le coût moyen pondéré du capital. Alors je vais commencer par le coût du capital propre. D'accord? Alors pour le calcul du coût du capital propre, on a dit qu'on a plusieurs façons. Si jamais on a la formule de Gordon-Shapiro, on a la formule de MEDAF, et on a aussi cette formule si on a un taux d'actualisation utilisé par l'entreprise. Donc j'utilise presque la même formule utilisée par la dette. Donc au lieu d'utiliser le taux d'intérêt ici, j'utilise le taux d'actualisation utilisé par l'entreprise pour trouver la valeur, le coût du capital propre. Donc dans notre cas, R elle est égale à TA multiplié par 1 moins TS, donc elle est égale à 0,16 multiplié par 0,7, elle est égale à 11,20%. Donc ça, si jamais on n'a pas de d'actualisation, on a des données pour pouvoir calculer
le coût du capital propre, soit par la formule du Gordon Shapiro, on utilise ces informations, soit par la formule du MEDAF, on utilise les informations. Donc ça dépend bien sûr des données disponibles. Donc dans notre cas, le coût du capital propre est égal à 11,20. Donc de la même façon, je calcule le coût de la dette avec la formule TE est égal le taux d'intérêt multiplié par 1 moins TS et je trouve qu'il est égal à 7%. Et je passe à la fin pour calculer le coût moyen pondéré du capital par la formule qu'on a donnée. Donc on a toutes les informations ici, le R déjà calculé, le C on le connaît, le montant d'investissement on le connaît, le TD on a déjà calculé. Donc on fait la formule pour calculer le taux moyen, donc c'est 11,2 multiplié par 0,7 plus 7 multiplié par 0,3 et je trouve qu'elle est égale à 9,94. Donc le coût moyen pondéré du capital de la première année, elle est égale à 9,94. Donc je dis pour la première année, pourquoi? Parce que le rapport ici, que se trouve donc C sur C plus D, va changer au cours des années, parce que le montant, le montant du remboursement de la dette, donc vous voyez ici dans le tableau d'amortissement, change dans le tableau d'amortissement, voilà, ici, le capital respondu, on a la première année c'est 196, mais la deuxième année c'est 164, troisième année c'est 192, donc c'est pas toujours le rapport ici, quand on cherche D, change au cours du changement d'année. Donc pour la première année, on utilise 196, mais pour les autres années, donc on utilise notre tableau, donc ici capitaux propres, le montant du capital propre c'est toujours le même, mais pour l'endettement, dans notre cas, utilisé dans le tableau, je prends les valeurs qui se trouvent dans le tableau que je viens de vous montrer, le tableau d'amortissement du capital, donc 196, 164, 128, 89 et 47 000, donc pour calculer le rapport qui est égal à C est égal à C, qui est égal à C sur C plus D. Donc elle est égale à 0,70, 0,74 et ainsi de suite. On voit que le rapport augmente au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que le montant de la dette diminue au fur et à mesure des années et par suite le coût moyen du capital va changer au cours des 5 ans. Donc on commence 9,94, 10,0,9. Donc on voit que le coût moyen du capital est en train d'augmenter. Donc pourquoi? Parce que le montant de la dette elle est en train de diminuer et on a vu que dans notre calcul que le coût de la dette elle est plus faible par rapport au coût du capital propre dans notre cas. Donc le cas de capital propre 11,20% et le coût de la dette 7%. Donc automatiquement le coût moyen pondéré va augmenter parce que le moyen de financement le moins cher il est en train de diminuer dans cette équation. Donc voilà pour le coût moyen du capital propre. Donc on passe maintenant au calcul de la rentabilité financière et économique de l'investissement et l'évaluation de l'effet de levier. Donc le taux de rendement d'exploitation ou la rentabilité économique, elle est calculée avec l'équation RE qui est égale le résultat d'exploitation sur l'actif total. Elle est égale résultat d'exploitation, l'actif total, elle est égale au total des capitaux. Donc c'est l'équation du bilan dans laquelle on a l'actif total, elle est égale le total des capitaux qui ont financé cet actif. Donc le taux de la rentabilité des capitaux propres ou la rentabilité financière va être égal RF, le résultat net sur les capitaux propres. Donc c'est l'équation qu'on a déjà citée dans le cours. La relation qui existe entre la rentabilité économique et la rentabilité financière est donnée par la formule de l'effet de levier. RF elle est égale à RE plus RE moins T multiplié par D sur CP multiplié par 1 moins TS. C'est l'équation de l'effet de levier qu'on a déjà expliqué, cité dans notre cours. L qui est égal à D sur CP, c'est le ratio d'endettement, et RE moins TI, c'est le bras de levier. Donc on a le risque du projet
On peut le calculer à partir de la formule de l'effet de levier. Donc c'est la variation de la rentabilité financière. Elle est égale à la variation de la rentabilité économique, facteur de 1 plus D sur CP. C'est l'équation qui représente le risque financier. Donc, et on voit que le risque des actionnaires représenté par la variation financière dépend du ratio d'endettement, c'est le ratio d'endettement, et dépend aussi de la variation de la rentabilité économique. Donc pour faire ce calcul, on a la même chose, un tableau dans lequel on va remplacer tous ces éléments. Donc on a le tableau d'évolution de la rentabilité financière et du risque du projet. Donc on a les capitaux propres pour les 5 ans, c'est le même capitaux, donc 457 800, c'est la même chose. On a l'endettement, donc on reprend l'endettement pour les 5 ans et les diminue au cours des 5 ans. Et le montant d'investissement, c'est le total de ces valeurs, donc celle-là plus celle-là, et on trouve cette valeur. Le résultat d'exploitation, déjà cité, c'est 234 000 repris à partir du tableau de résultats d'exploitation. Les frais financiers repris à partir du tableau d'amortissement de la dette, donc c'est 99 620 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Le résultat avant impôt, le résultat sur les sociétés et on trouve le résultat net pour notre exercice ici. Donc on a presque repris le tableau qu'on a déjà utilisé pour le calcul de la banque. Et ensuite on va passer à la rentabilité économique. Donc on utilise la rentabilité économique, on utilise la formule qu'on a citée. La rentabilité économique, elle est égale au résultat d'exploitation divisé par les capitaux propres, plutôt le montant total des capitaux, c'est-à-dire le montant d'investissement. C'est 234 000 divisé par 654 000, donc il est égal à 36%. D'accord? Donc voilà 36%. Ainsi de suite, ici c'est 236 divisé par 621 000 et ainsi de suite. Donc on voit que la rentabilité économique elle est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que le montant de l'investissement total elle est en train de diminuer. Elle est en train de diminuer et bien sûr le résultat d'exploitation il est déjà cité. Donc on a la valeur de la résultat économique elle est en train d'augmenter. Le résultat financier, elle est égal au résultat d'exploitation, donc elle est égale au résultat financier, donc on revient sur la formule, donc le résultat net divisé par les capitaux propres, donc on revient donc dans notre cas, le résultat net, ou le résultat net divisé par les capitaux propres, donc voilà, le résultat net c'est 150 000 divisé par les capitaux propres, donc voilà 33, 34, 50, 50 et ainsi de suite. Donc ça dépend bien sûr de la variation du résultat net. Ainsi de suite. Donc le ratio d'endettement, vous voyez, elle est égale à la dette divisée par les capitaux propres. Elle diminue parce que le montant de la dette, diminue. Et le bras de levier, c'est-à-dire la rentabilité économique moins le taux d'intérêt, encore, elle est en train d'augmenter. Parce que, bien sûr, le résultat économique, augmente dans notre table. Donc, à partir de cette équation, donc, on calcule la rentabilité financière à partir de l'effet de levier et on trouve que c'est la même valeur que la rentabilité financière calculée à partir de la formule déjà citée. C'est pour vérification qu'il n'y a pas d'erreur entre l'utilisation de la formule de l'effet de levier et la formule utilisée dans le résultat net divisé par les capitaux propres. Alors on passe maintenant au calcul du taux de la croissance de la rentabilité économique. Donc pour calculer le taux de croissance, on a déjà dit que la formule générale c'est la valeur de la valeur n-1 sur n-1. Donc c'est une formule d'ordre général. Donc pour la première année, on n'a pas les valeurs de la valeur n-1, donc on ne peut pas calculer. Mais pour la deuxième année, le taux de croissance de la rentabilité économique, on prend ce 38 moins 38%, moins 36% divisé par 36%, on trouve que c'est 6%. La même chose ici, celle-là moins celle-là divisé par celle-là, on trouve les valeurs de le taux de croissance économique. Donc vous voyez, et enfin,
le risque couru, c'est à calculer à partir de l'équation déjà citée, donc c'est variation de la rentabilité économique, facteur de 1 plus D sur CP, et je fais cette valeur. La première année, on n'a pas de valeur de variation de la rentabilité économique, donc on n'a pas de risque. Par contre, les autres, je calcule et je trouve les valeurs dans le tableau ici. Donc vous voyez que le taux de croissance de la rentabilité économique, donc, elle varie d'une année à une autre, et bien sûr, le risque couru, il varie en fonction de la variation de la rentabilité économique et de la variation du ratio d'endettement. Donc, pour voir cette évolution, j'ai tracé ce graphique et on voit que la rentabilité financière croît au cours des années. La même chose, la rentabilité économique croît d'une façon plus grande que la rentabilité financière, mais tous les deux sont en train de croître. Le ratio d'endettement, elle est en train de baisser, donc chaque fois que le ratio d'endettement le ratio d'endettement est en train de baisser, on voit que la rentabilité économique et la rentabilité financière augmentent, et le risque couru, elle est variable. Elle varie bien sûr de la façon avec laquelle varie la rentabilité économique de l'entreprise. Donc on voit que la rentabilité économique elle est faible ici. Dans la deuxième année, donc le risque couru, c'est encore elle est faible, mais dans la deuxième année, dans la troisième année, on a une rentabilité économique élevée, donc par suite le risque encore elle est très élevé parce que encore elle est accentuée par la valeur de l'endettement, du ratio d'endettement, et voilà donc le graphe pour cette année. Donc pour ce projet, on constate que la rentabilité économique croît au cours des 5 années, donc d'une valeur jusqu'à 87%, cette performance est due au bon résultat d'exploitation et à la baisse des dettes au cours de la vie de l'entreprise du projet. La rentabilité financière suit la même tendance que la rentabilité économique, car le ratio d'endettement décroît et le bras de levier croît au cours de la durée du projet. Le risque varie en fonction de la variation de la rentabilité économique. Alors, c'est la même logique pour le deuxième projet. Donc, le deuxième projet, on a presque les mêmes données. Donc, voilà, on commence par le calcul du tableau d'amortissement dégressif. Le montant de l'annuité constante est donné par la formule que je viens de remplacer ici. Et voilà pour les autres périodes, donc on a le même tableau, donc la même logique, on suit les mêmes calculs, donc le taux d'actualisation, et on trouve que la vanne elle est égale à 414 010,33, donc le projet est rentable pour un taux d'actualisation de 16%, et avec bien sûr ce mode de financement, le coût moyen des capitaux, donc pour les capitaux propres, donc c'est toujours, elle est égale à 11,20, et pour le coût de la dette, elle est égale à 7%, donc on n'a rien de changé parce qu'elle ne dépend que du taux d'intérêt et du taux de l'IS. Ils n'ont pas changé pour les deux modes de financement. Par contre, le coût moyen pondéré va changer parce que les proportions financées par l'endettement ont changé. Donc on trouve que le coût moyen pondéré du capital a changé par rapport au premier exercice. La même chose ici pour la rentabilité, calcul de la rentabilité économique, donc on utilise les mêmes formules, on trouve notre tableau, et ici on va trouver que la rentabilité économique du projet a changé, donc on trouve aussi que pour la cinquième année, elle arrive jusqu'à 108%, la même chose pour la rentabilité financière, elle a augmenté jusqu'à 92%, donc et bien sûr, voilà le taux de rentabilité économique, donc le risque couru, lui aussi va augmenter parce que la rentabilité économique a augmenté. Donc on voit aussi que voilà qu'on a la rentabilité financière, la rentabilité économique et bien sûr la variation de ces. Donc on arrive à la fin, on constate que pour ce projet, la rentabilité économique croît au cours des 5 années et a atteint la valeur de 108. Cette performance est due au bon résultat d'exploitation et à la baisse des dettes au cours de la durée de vie du projet. La rentabilité financière est supérieure à la rentabilité économique lorsque le taux d'endettement avoisine le 1. Le financement par emprunt est favorable pour l'entreprise. Le risque
couru par le risque du projet calculé par cette formule varie en fonction de la variation de la rentabilité économique et dépend bien sûr du ratio d'endettement et elle est bien sûr c'était calculé comme on a vu. Donc en fin de compte, pour répondre à la cinquième question, le mode de financement le plus intéressant, donc on va faire un travail donc en se basant sur le calcul de la valeur actuelle nette. Le premier mode de financement est plus intéressant, donc la vanne 1, elle est égale à 434 802 et la vanne 2, elle est supérieure à la vanne 2 qui est égale à 414 10,43. Donc au niveau de la vanne 1 est supérieure, est largement supérieure, c'est pas largement, est supérieure à un montant tout petit, c'est-à-dire tout simplement il n'arrive même pas à 34 moins 14, ça arrive à 20, donc presque 20 000 livres. Concernant le choix, on se référant au coût moyen pondéré du capital, le deuxième mode de financement est le plus intéressant, donc le coût moyen pondéré du capital est égal à 9,94, mais ici c'est, donc pour le deuxième mode, c'est 9,1. D'accord? Pourquoi? Donc, comme on a dit, ici le coût de financement par endettement, elle est moins cher que le coût de financement par capitaux propres dans le premier cas. Et en se basant sur la rentabilité, on constate que la rentabilité financière du projet augmente avec l'augmentation du ratio d'endettement, de même pour la rentabilité économique. Donc à ce niveau-là, au niveau de la rentabilité, que ce soit financière, que ce soit économique, le deuxième projet est plus important que le premier projet, parce que un financement par endettement, elle est favorable pour le projet. Comme on a cité, pourquoi? Parce que la rentabilité, le coût de la dette, elle est moins supérieur que le coût du capital propre pour cette entreprise. Tandis que le risque croît avec la croissance de cette rentabilité. Donc chaque fois que la rentabilité augmente, il y a une augmentation du risque, bien sûr, que l'entreprise doit couvrir. Alors en conclusion, on peut dire que même si la vanne du premier mode de financement est sensiblement supérieure à celle du deuxième mode, le deuxième mode reste plus intéressant car elle génère une rentabilité plus grande et permet à l'entreprise de bénéficier d'un effet de levier positif avec un coût de capital moins élevé. Donc voilà la solution de cette série d'exercices. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous informe, comme j'ai déjà cité ou comme j'ai déjà dit à certains étudiants, que l'emprunt obligataire et le crédit bail, les exercices concernant l'emprunt obligataire et les exercices concernant le crédit bail ne seront pas inclus dans l'examen, mais les questions de cours peuvent être données. Donc je vous souhaite bonne chance